Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre numéro 1. Ce chapitre-là concernant les entreprises JavaBeans, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les EGB. Mais avant de commencer, ce cours-là nécessite des prérequis. Donc il faut avoir une connaissance de la POO, c'est-à-dire programmation orientée objet, et le langage Java. Et aussi, il faut avoir une connaissance des fondements du web, HTML, XML, etc. Et enfin, une connaissance des technologies fondatrices du Java J2E, c'est-à-dire Servlet, JXP. Les objectifs de la formation. Cette formation va présenter les architectures d'entreprise. Nous allons se baser sur Java J2E. Vous présenter les EGB. D'abord, on va faire l'EGB version 2.1 et après, on va voir la dernière version des EGB, c'est-à-dire la version 3.1. Vous présenter la nouvelle API GPA, c'est-à-dire Java Persistence API. C'est pour persister les données dans la base de données. Après, je vais vous présenter les annotations. La nouveauté dans Java 5. Les annotations, on va l'utiliser dans les EGB version 3.1. Je vais vous présenter le modèle MVC XML. Après, le Spring MVC, le Spring IOSC, Spring AOP, Spring Data et finalement Spring Sécurité. Je vais vous présenter les meilleures pratiques de développement, design pattern dans le monde Java J2E. Maintenant, une introduction aux entreprises JavaBeans, c'est-à-dire les EGB. Les architectures techniques d'entreprise. Les architectures techniques à mettre en place doivent être agiles, flexibles et évolutives, suivre les évolutions métiers, nouveaux composants métiers, permettre l'intégration de nouvelles applications dans le système d'information facilement, être optimale et performante, serveur d'application, serveur de données. Offrir des solutions diverses pour la migration par exemple. Être sécurisé, firewall et outils de détection d'intrusion. Répondre aux exigences métiers. Site disponible 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Prévoir un site de secours équivalent au site principal point à point. Prévoir des solutions de sauvegarde de données sur cartouche par exemple. Exemple de solution IBM, Microsoft, HP, Sun, Dell. Les architectures techniques d'entreprise. Le load balancing. Ces techniques-là consistent à distribuer le travail à effectuer sur plusieurs machines, en particulier sur plusieurs serveurs. Cela permet de faire face plus efficacement aux grosses variations d'activité. Le load balancing est une technique fiable et puissante. Cette méthode est employée pour équilibrer essentiellement des serveurs web, en sachant que les données SQL, MySQL doivent être absolument dissociées du schéma équilibré. Les avantages de load balancing, c'est l'augmentation de la qualité du service, l'amélioration des temps de réponse des services, capacité à pallier la défaillance d'une ou plusieurs machines, possibilité d'ajouter des serveurs sans interruption de service. Chaque load balancing implémenté peut être configuré sur mesure, par exemple, 30% sur la première machine, 50% sur la seconde et 20% sur la troisième. L'utilisation de round robin, méthode cyclique quasi aléatoire, activation du failover, si une machine tombe en panne, les autres machines absorbent sa charge. C'est-à-dire, si une machine tombe en panne, les autres machines absorbent sa charge. Si on prend cet exemple,
On a le load balancer. Donc les load balancers, c'est-à-dire qu'il va diviser le travail entre les deux serveurs. On a le serveur web 01 et on a le serveur web 02. Donc on a le switch qui connecte entre les deux serveurs avec le serveur de données. Donc le load balancer qui va diviser le travail entre les deux serveurs. Donc, exemple de logiciel de réparation des charges. Donc, IBM, par exemple, IBM Edge Components, load balancer Pound sous Linux et HA Proxy, logiciel libre réalisé par Willy Tarot, disponible sur Unix. HA Proxy peut aider à mettre en place des solutions de haute disponibilité de réparation de charges et de proxy pour tous les types protocoles TCP ou HTTP. Il est particulièrement bien adapté pour la gestion des très fortes charges sur un site web, tout en gérant la notion de persistance. Donc, le clustering ou clusterisation, c'est une technologie permettant de regrouper plusieurs machines fonctionnant ensemble d'une façon transparente et offre des services aux applications clients. Donc, tous les nœuds composant le cluster sont redondants, c'est-à-dire doublants. Donc, si un nœud tombe en panne, le cluster bascule sur un autre nœud équivalent, comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire nœud doublant. Le cluster peut contenir des composants suivants. Donc, les load balancing, comme on a déjà vu, les serveurs web, les routeurs, les switches, les firewalls et SAN, c'est-à-dire Storage Area Networking, les bases de données. Donc, deux avantages de cluster. La scalabilité, c'est-à-dire évolutivité, et la disponibilité, c'est-à-dire à chaque instant. Si un nœud tombe en panne, on va trouver un autre nœud. Certaines applications, les systèmes bancaires nécessitent une disponibilité de 24 heures sur 24 heures et de 7 jours sur 7 jours. Le clustering est la solution pour ce genre de système. Exemple de cluster, logiciel cluster HACMP d'IBM. Donc, il permet de maîtriser la conception d'un système d'information ainsi que son évolutivité et séparant les rôles sous forme de couches logicielles. Donc, une architecture classique est une architecture à 3 couches. Donc, on a la couche présentation, la couche métier et la couche données. Donc, la couche présentation, elle contient les composants qui réalisent l'interface graphique de l'application gérant les interactions avec les utilisateurs, c'est-à-dire la couche HTML, la couche etc. Elle peut être développée avec motifs, les MFS ou les GFC Swing, ou encore une applet Java, un ActiveX ou un page HTML classique ou dynamique. Comme j'ai déjà dit, c'est une interface de l'utilisateur. C'est la couche de présentation. Donc, on a la couche métier. Il contient des composants qui réalisent les règles de gestion de processus métier. Exemple, pour une application bancaire, les composants peuvent être des objets modélisant des comptes. Des contrats, les objets sont écrits en C, C++ ou Java. Donc, c'est ça la couche métier. Donc, on a la couche de données. Elle est utilisée par couche métier pour stocker l'état des objets métiers sur un support persistant SGBD relation ou objet. La couche de données peut changer ou évoluer indépendamment des autres couches et réciproquement. Donc, l'objectif principal de la séparation en couches est assurer l'indépendance de la logique métier vis-à-vis problèmes de virtualisation et stockage. Donc, l'application plus modulaire, mieux structurée et plus facile à maintenir et vont l'utilité. Donc, on peut envisager des couches intermédiaires entre les couches précédentes. Par exemple, une couche applicative, interfaçant les couches présentation et couches métier. Par exemple, les contrôleurs. Donc, on a les contrôleurs, c'est entre la couche présentation et la couche métier. C'est pour manipuler les objets. Une couche de service technique interfaçant les couches métiers et données.
On va voir ça dans le Spring. Donc la séparation physique des couches est un autre problème. Dans une architecture à deux niveaux, deux de ces couches sont regroupées et donc séparées de la troisième. Il s'agit notamment des applications client-serveur, où les traitements et l'affichage sont effectués sur le poste client, alors que les données sont stockées sur un serveur. Il s'agit de clients lourds, au côté élevé de déploiement. Une autre méthode consiste à regrouper sur le serveur la logique métier et partie ou en totalité et le stockage de données. Par exemple, si on a voir cette architecture-là, client-serveur, donc un client envoie des requêtes. Donc sur le niveau 1, donc sur le niveau 2, il va traiter cette requête, il va faire une connexion avec la base de données, donc il va renvoyer le résultat, c'est-à-dire renvoyer les réponses au client. Donc les trois couches peuvent être complètement séparées physiquement, comme on a déjà voyé ici. Donc aussi, le niveau 1, c'est-à-dire le couche présentation. Le niveau 2, c'est-à-dire couche métier. Et on a le couche de données, c'est-à-dire cette couche-là. Donc, les trois couches peuvent être complètement séparées physiquement. On peut décomposer chacune de ces couches en sous-couches situées sur des machines ou des processus distincts. Il s'agit alors d'une architecture un niveau. C'est le cas d'une application web. La couche présentation est constituée de pages GSP ou de servlets ou HTML. La logique métier est implémentée dans des beans ou objets hébergés sur un serveur d'application. Et la couche de données consiste en une ou plusieurs bases de données. Donc l'intérêt de l'architecture 3, de l'architecture 3 niveaux. Mieux supporter la montée en charge, le partage des connexions aux ressources et la facilité de déploiement et la sécurité. Donc, on va avoir cette architecture. Donc, l'architecture niveau 1, c'est-à-dire requête HTTP, fichier SQL. C'est-à-dire le client va envoyer des requêtes. Donc, dans le niveau 2, donc, il va communiquer avec le serveur, c'est-à-dire le niveau 2, c'est-à-dire serveur d'application. Le client va envoyer des requêtes au serveur d'application. Donc, dans le niveau 2, il va communiquer avec le serveur de base de données. Le serveur de base de données va connecter avec la base de données via des requêtes SQL. Donc, elle va retourner des données, c'est-à-dire de la base de données, et elle va retourner les données sur le serveur d'application. Donc, le serveur d'application va envoyer des réponses au client. Donc, on a ajouté, comme j'ai déjà dit, on a ajouté une autre couche, une autre sous-couche. Donc, le serveur devient le cœur du système. Toute la logique de l'application est implémentée par des composants hébergés sur des serveurs appelés serveurs d'application. Comme j'ai déjà dit, voici le serveur d'application. Il offre un environnement d'exécution et aussi un ensemble de services. La logique métier peut être assurée par plusieurs serveurs d'applications qui communiquent ensemble. Les objets métiers sont distribués. Par exemple, dans une application de e-commerce, la logique nécessaire de traitement comptable est supportée par des composants situés sur un premier serveur, alors que le composant qui gère la logique de gestion de stock se trouve sur un deuxième serveur. Donc, on a deux composants situés sur deux serveurs différents. Donc l'architecture Java J2E est un standard proposé par Sun pour les serveurs d'application Java. Au cours de cette architecture, on trouve un middleware standardisé basé sur RMI et EOP et des objets métiers qui sont des objets Java distribués appelés EJB, c'est-à-dire Entreprise Java Beans. Un serveur d'application est un environnement complet, comprenant le conteneur de GB et le serveur web.
Pour assurer la portabilité SAN, à spécifier une suite de comptabilité consiste en environ 6000 tests que le serveur doit satisfaire pour obtenir la certification SAN. Donc la technologie EGB fait partie d'une plateforme plus large appelée Java J2E. Cette plateforme constitue une architecture pour le développement, le déploiement et l'exécution des applications distribuées. Donc les technologies incluses dans Java J2E fournissent sous forme d'API permettant la communication entre des objets distribués avec RMI, c'est-à-dire le mode méthode invocation, et RMI et OP. La création d'objets distribués transactionnels avec des EGB, entreprise Java Beans. La recherche de la récupération dans un serveur de nom des références sur des objets distants avec JNDI, Java Naming and Directory Interface. L'accès aux bases de données avec JDBC, Java Database Connectivité. La gestion des transactions GTA, Java Transaction API et GTS, Java Transaction Service. Donc, elles permettent aussi la communication asynchrone par message entre objets distribués avec JMS, Java Message Service, la réalisation d'interfaces graphiques web avec les pages GSP, Java Server Page et les servlets, l'intégration des objets Cobra avec Java IDL, l'envoi de courrier électronique avec Java Mail, l'intégration des systèmes existants CICS progiciel avec les connecteurs, la description du comportement des composants Java en XML. Donc la logique métier sera implémentée dans les EGB et qui sont des composants transactionnels côté serveur et accessibles à distance par leur client. Donc on va voir tout ça. Les EGB s'exécutent dans les serveurs Java 2E, fonctionnant comme des serveurs intermédiaires dans un système client-serveur. Donc, deux types de conteneurs sont utilisés, le conteneur web et le conteneur EGB. Donc, le conteneur web est un environnement d'exécution pour les pages GSP. Donc, et les servlets qui constituent une passerelle entre l'interface d'utilisateur et les EGB implémentant la logique métier. Le conteneur EGB est un environnement d'exécution pour les EGB. Les conteneurs EGB hébergent les composants métiers et leur fournissent des services. Donc maintenant, on va passer sur les EGB d'entreprise Java Beans. Donc, remarque, rien à voir avec les Java Beans qui sont des composants côté client. Donc, on va voir comment créer des EGB sur le côté de serveur. Donc, l'idée essentielle, de se concentrer sur la logique métier à développer, modéliser, coder les notions de domaine et de traiter les problèmes connus de persistance, transaction, sécurité, c'est-à-dire l'authentification et la confidentialité, etc., réservé d'objets, équilibrage de charges à un conteneur. Donc fabriquer des composants qui s'interagiront bien entre eux et avec le conteneur. C'est le mariage entre le monde transactionnel et le monde des composants orientés objets. Donc, entreprise Java Beans, les EGB, est une architecture de composants logiciels côté serveur pour la plateforme de développement Java J2E, comme on a déjà vu. Cette architecture propose un cadre framework pour créer des composants distribués. Donc, les EGB, c'est de créer des composants distribués, c'est-à-dire déployés sur des serveurs distants et créés en langage de programmation Java, hébergés au sein d'un serveur d'applicatif. Donc, les EGB permettant de faire quoi?
de représenter des données manipulées par les applications EGB des entités, proposer des services avec ou sans conservation d'état entre des appels EGP des sessions. Donc, accomplir des tâches de manière asynchrone EGB dit Message Driven Beans. Donc, on a trois types de EGB. Donc, on a les entités, et on a les sessions, et on a les messages Driven Beans. On va voir tout ça et on va faire plusieurs exemples ça dans le TP. Donc, tous les EGB peuvent évoluer dans un contexte transactionnel. Les entreprises Java Bean ou EGB sont des composants qui permettent d'implémenter la logique métier. Donc, on va voir ça. Ce sont des composants distribués qui exécutent au sein d'un conteneur EGB qui fait partie du serveur d'application G2E. Donc le but des EGB est de faciliter la création d'applications distribuées pour les entreprises. Donc, une des principales caractéristiques des EGB est de permettre aux développeurs de se concentrer sur le traitement orienté métier, car les EGB de l'environnement et l'environnement dans lequel ils s'exécutent prennent en charge un certain nombre de traitements techniques en utilisant des services de l'infrastructure offerts par le serveur d'application tels que d'abord on a la distribution, la gestion des transactions, la persistance des données, le cycle de vie des objets, la montée en charge, la concurrence, la sécurité, la sérialisation, journalisation, et etc. Autrement dit, EGB permet de séparer le code métier qui est propre aux spécifications fonctionnelles du code technique, spécifications non fonctionnelles. Donc, ce qui amène le contrôleur, l'encapsulation d'un composant. Donc, il va faire l'encapsulation. Fournit des services de nommage, de gestion de cycle de vie, persistance, sécurité, transactionnelle. Ces services-là peuvent être demandés par appel de méthode par le client. Ils seront réalisés par des méthodes propres au BIN. Donc, pour un client, s'il veut utiliser un service EGB, donc il doit d'abord localiser le bin par le JNDI, c'est-à-dire le Java Naming and Directory Interface. Il va utiliser le bin via le Home Interface, méthode liée au cycle de vie de bin. On va voir ça et on va faire un exemple sur ça. Donc, via Remote Interface, service métier par le bin. Le conteneur implémente le mécanisme de délégation permettant de faire suivre l'appel de bin. Donc, l'architecture d'utilisation d'un EGB. Les clients d'un bin lui parlent au travers d'interfaces. Les interfaces, de même que le bin, suivent la spécification EGB. Cette spécification requiert que le bin expose certaines méthodes. En général, EGB 2.1, session entité, le bin doit proposer une interface de création home et une interface d'utilisation remote. C'est ça pour le EGB 2.1. Mais pour le EGB 3.1, 3.2, on ne va pas utiliser ça. Donc, éventuellement, deux interfaces d'accès local pour lier deux clients partageant la même machine virtuelle. Donc, d'abord sur le serveur, on doit créer l'home interface, l'interface home, et on doit créer l'interface remote interface, et on doit créer aussi le local interface et le local home interface. Sur la machine 2, c'est-à-dire la machine client local, il va appeler sur les interfaces que nous avons déjà créées. Donc, les différents types de GB, comme j'ai déjà dit. Donc, il y a trois types de GB. Il y a les entités bin, il y a les sessions bin et il y a les messages driven bin.
Les entités bin, les EGB entités, représentent les données manipulées par l'application. Composants persistantes, c'est-à-dire elles vont persister sur la base de données. Chaque EGB entité est associée à une table au niveau de la base de données, comme j'ai déjà dit. Donc, la session bin, les EGB sessions, composants distribués qui implémentent le traitement de la logique métier. Les composants sont accessibles à distance via protocole RMI et IOP. Il existe trois types de EGB sessions. Et on va voir ça. Donc, il y a les stateless, et il y a les stateful, ou il y a les singletons. Le stateless sans état, c'est-à-dire une instance est créée par le serveur pour plusieurs connexions clients. Donc, pour plusieurs connexions clients, on peut avoir plusieurs instances. Par exemple, 3 clients peuvent avoir une instance. 4 clients peuvent avoir une instance, etc. Ce type de bin ne conserve aucune donnée dans son état. On a le stateful avec état, c'est-à-dire avec l'état. La création d'une instance pour chaque connexion client. Donc, chaque client, il a une instance. Il a son instance. Ce type de bin peut conserver les données entre l'échange avec les clients. Donc, il réserve les données de clients. On a le singleton, donc instance unique. On a une seule instance. Donc, création d'une instance unique, quel que soit le nombre de connexions pour tous les clients. Et finalement, on a le message driven bin, bin de message. Un listener qui permet de déclencher des traitements au niveau de l'application suite à la réception d'un message asynchrone, GMS. Donc maintenant, c'est le singleton. C'est pour la session bin. Donc on a, comme on a déjà dit, comme on a stateless, stateful et singleton. Maintenant, pour le singleton, comme vous voyez ici, on a plusieurs clients EGB, mais on a une seule instance de EGB container. Donc cette instance-là va traiter tous les demandes de clients EGB. Et on a le stateless, comme j'ai déjà dit. On peut avoir 3 clients sur une instance. On peut avoir 2 clients sur une instance, mais le stateless, il ne conserve pas les données de clients. Et on a finalement le stateful, c'est-à-dire chaque client il a son propre instance, comme vous voyez ici. Donc ça dépend, ça dépend de problèmes. Donc il y a des problèmes qu'on va utiliser le stateful, il y a des problèmes qu'on va utiliser le stateless, et etc. Par exemple, un panier, par exemple dans un site e-commerce, on va utiliser par exemple le stateful, et etc. Donc le rôle du conteneur EGB c'est de gérer le cycle de vie des composants EGB de votre application, de l'instanciation, de l'accès au bin, sérialisation, désérialisation et la destruction de bin. C'est ça le conteneur, c'est le rôle de conteneur EGB, c'est de gérer le cycle de vie d'un conteneur EGB. Donc permettant au EGB d'accéder aux services d'infrastructure offerts par le serveur d'application G2E. Donc, on passe d'une architecture entière classique, c'est-à-dire, comme on a déjà dit, c'est-à-dire couche présentation, donc on a plusieurs serveurs, donc on a le RMI, donc on a couche intermédiaire. On a couche intermédiaire, c'est-à-dire couche qui contient des services, et on a couche des systèmes d'information d'entreprise. Donc, à une architecture qui encapsule les composants. Donc, comme vous voyez ici,
on a les serveurs, ce sont la couche présentation, et on a couche intermédiaire. On a divisé le serveur, donc on a le serveur d'application OGB. Comme vous voyez ici, on a plusieurs services. On a le service numéro 1, 2, 3, etc. Ce sont des services EGB. On a le couche système d'information d'entreprise, c'est-à-dire qui contient les données de système, les bases de données, etc. Simplifier le développement modulaire, l'application répartie. Donc, fournisseur de serveurs conteneurs EGB, on va utiliser. Donc, il y a plusieurs. On a plusieurs. On a GBoss Server, on a BA System, Oracle EBI. Pour notre cas, on va utiliser GBoss. C'est le conteneur, c'est le serveur conteneur EGB. Donc, service d'infrastructure d'un serveur d'application G2E. On a le GDBC, Java Database Connectivité. Pilote Java pour permettre d'accéder aux bases de données. Et on a le GPA, c'est-à-dire Java Persistence API. On va voir ça dans le TP. L'interface qui permet de gérer la persistance des EGB entités. Le serveur d'application fournit un framework implémentant la spécification GPA pour assurer la mapping objet relationnel. Pour GBoss, c'est l'Hibernate qui est utilisé. C'est pour persister un objet ou un classe sur la base de données. C'est ce qui fait le mapping entre le classe, par exemple, et la base de données. JNDI, Java Naming Service Java Naming Directory Interface, fait service permettant de connecter les composants de l'application vers le service de nom, ou annuaire comme des annuaires RMI, Cobra, LDPA, DNS, etc. On va l'utiliser sur le côté client pour connecter un GB d'un côté serveur. Chaque serveur d'application possède son propre annuaire qui lui permet de publier des références des composants déployés dans le serveur en leur associant un nom. Comme ça, ils seront accessibles en local ou à distance par autres composants. Comme j'ai déjà dit, on va l'utiliser sur le GB côté client. GMS, service de messagerie asynchrone. Ce service permet aux composants comme les MDB de se connecter à une file d'attente au service de messagerie. Inter-Application GMS pour envoyer ou recevoir de manière asynchrone des messages GMS à destination et en provenance d'autres composants d'instance. Chaque serveur d'application possède son propre provider GMS qui permet de déployer de nouvelles files d'attente GMS. Et on a le GMX service qui permet de modifier les paramètres de configuration de serveurs application à chaud. On a le GCI, Java Connector Architecture, pour connecter les composants d'une application G2E vers autres systèmes d'information d'entreprise comme les ERP. On a le GAXWSC, spécification pour l'implémentation des web services. SOAP, chaque serveur d'application possède sa propre implémentation JAX, WS et CXF à ASIX. GAXRS, spécification pour l'implémentation des web services RESTful. Chaque serveur d'application possède sa propre implémentation. GAXRS, GRC et REST Easy. Et on a GSTL, Java Service Page Standard Tag Library, bibliothèque de tags GSP qui permettent de faciliter l'écriture des pages web dynamiques GSP. Et on a le GSF, je pense que vous avez déjà vu le GSF, et le framework MVC pour développer des applications web G2E au même titre que Strut et Spring MVC, etc. On est arrivé à l'installation du plugin GBoss Tools. Donc pour installer le plugin de GBoss Tools, il faut aller sur Help. Sur Help, il faut cliquer sur Eclipse Marketplace et chercher sur GBoss Tools. D'abord, il faut avoir la dernière version d'Eclipse installée.
Après, vous installez GBoss. Donc, il n'est pas nécessaire d'installer tous les outils fournis par GBoss. Donc, désactivez le plugin pour ne sélectionner que les plugins dont on a besoin, que vous avez dans l'image. Donc, il faut désélectionner il faut décocher tous les autres et seulement cocher ce que vous avez dans l'image. Donc, cliquez sur quand vous sélectionnez ce que vous avez dans l'image, donc cliquez sur Finish. Dans la fenêtre suivante, acceptez la licence. Donc, je vais vous démontrer comment faire ça. Donc, allez sur Eclipse, donc allez sur Help, donc allez sur Eclipse Marketplace. Donc maintenant, on va attendre un peu. Donc cherchez GBoss. GBoss. Donc cliquez sur j'ai le GBoss installé. Donc cliquez sur installer. Donc il faut suivre l'image pour installer GBoss. Maintenant, c'est la déclaration des serveurs GBoss dans le WTP. Donc, pour associer le serveur GBoss à WTP, donc nous allons procéder de la même façon que pour le serveur Tomcat. Je pense que vous avez déjà fait Tomcat, sinon on va faire maintenant. Donc, cliquez sur le menu Windows. Donc, on va aller sur le menu sur l'Eclipse, donc le menu Windows. Donc, préférences. Donc, on va chercher sur le serveur. Donc, voici le serveur. Donc, voici le runtime environnement. Moi, j'ai déjà configuré le Wildfly. Pour vous, il faut cliquer sur le bouton ajouter, c'est-à-dire add. Donc, il faut rechercher Wildfly. Donc, installer la dernière version, c'est pas un problème. Donc, create new server local. Local server, on va le faire manuellement. Donc, faire next. Maintenant, si vous avez déjà l'installation sur votre PC, faire browse et sélectionner le dossier. Sinon, cliquez sur Download and Install Runtime. Donc, vous allez sélectionner la dernière version. Donc, ici, la dernière version, c'est 23.0.2. Donc, cliquez sur Next. Donc, accepter. Et donc, faire Next. Elle va faire l'installation et elle va faire le download, téléchargement et l'installation de Wildfly. Donc après ça, sélectionnez le dossier de téléchargement. Donc execution runtime. Donc maintenant j'ai le Java SE 1.8. Non, ça dépend de votre installation Java. Donc après cliquez sur Finish. Maintenant la dernière étape, c'est la sélection de maintenant nous avons déjà fait ça. Maintenant c'est la création d'un serveur. Donc pour créer un serveur, moi j'ai déjà créé un serveur. Donc il faut aller cliquer ici, cliquer sur New, cliquer sur Serveur. Donc maintenant sélectionnons le Wildfly 23 et cliquez sur Next parce que vous avez déjà, ça dépend de votre choix. Donc, si vous avez installé le Wildfly 23, donc vous allez sélectionner 23. Si vous avez téléchargé le 22, donc vous allez sélectionner le 22. Cliquez sur Next, cliquez sur Remote, File System, donc Next. Donc, on n'a pas de projet maintenant, donc je vais rien sélectionner et après sur Finish. Et il va vous créer le serveur. Ok, comme j'ai déjà fait, donc cliquez sur New Server. Donc vous allez choisir votre Wildfly, donc ça dépend de votre version. Donc il faut créer sur Next. Donc choisir Remote, File System et après sur Finish. Donc maintenant, le processus de développement d'un EGB session. Donc d'abord, pour créer, donc, comme j'ai déjà dit, on a trois types des EGB. On a les entités, les sessions et les messages driven. Donc maintenant, on va développer les sessions. Donc pour développer un bin, donc d'abord, il faut écrire. Donc maintenant, je pars sur les EGB version 2.1. Donc il faut développer, donc écrire la home interface.
Deuxièmement, écrire la remonte interface. Et troisièmement, écrire l'implémentation du bin. Et compiler les classes des interfaces. Donc, pour le déploiement de bin, maintenant, le premier mot, c'est le développement. Maintenant, c'est le déploiement de bin. Donc, construire le descripteur de déploiement. Construire le fichier d'archives .jar ou .ir. Donc, l'utilisation de bin, écrire, compiler, exécuter le client. On va faire ça. Donc, il peut être une servlet ou une application Java ou un applet, etc. On va faire tout ça dans l'OTP. Maintenant, l'interface HOME. Comme j'ai déjà dit, c'est écrire la HOME interface et l'écrire le remonte interface. Ce sont les deux premières interfaces à écrire. Donc l'interface remote, c'est-à-dire quoi l'interface remote? L'interface remote, c'est une interface définit plusieurs méthodes. L'interface plusieurs méthodes qui seront donc présentes dans tous les EGB. Donc l'interface remote éteindre l'interface EGB objet. Donc il y a plusieurs méthodes dans cette interface. Il y a la méthode getEGBHome. On revoit une référence sur l'objet home. Et il y a la méthode getHandle, renvoie un objet permettant de sérialiser le bin. Et il y a la méthode getPrimaryKey, renvoie une référence sur objet qui encapsule la clé primaire d'un bin entité. Donc il y a aussi la méthode isIdentical, qui accepte comme en argument l'objet EGB objet. Renvoie un booléen qui précise c'est le booléen. C'est le bin est identique à l'instance de bin fournie en paramètre. Pour un bin session, son état, cette méthode renvoie toujours true. Pour un bin entité, la méthode renvoie true si les clés primaires des deux bins sont identiques. Et on a finalement la méthode remove. Cette méthode demande la destruction du bin pour un bin entité et provoque la suppression des données correspondant donc à la base de données. Donc l'interface HOME, toujours comme j'ai déjà dit, toutes les méthodes définies dans cette interface doivent obligatoirement respecter les spécifications de RMI et déclarent quelques peuvent lever une exception de type remote exception. Donc, quand je déclare, quand par exemple je fais étendre l'interface remote home, donc cette méthode doit toujours renvoyer l'exception remote exception. On va voir ça. Donc, on a passé maintenant à l'interface home. Donc, on a déjà fait l'interface remote. Donc, on a l'interface home, comme j'ai déjà dit. Donc, pour le développement d'un bin, on va écrire l'home interface et le remote interface. Maintenant, on a déjà fait le remote interface. Maintenant, pour le home interface. L'interface home permet de définir des méthodes qui vont gérer le cycle de vie du bin. Cette interface doit éteindre l'interface EGB home. L'interface remote éteindre l'interface EGB objet, mais l'interface home éteindre l'interface EGB home. La création d'une instance d'un bin se fait grâce à une ou plusieurs surcharges de la méthode create. Donc la méthode create va créer une instance de bin. Donc chacune de ces méthodes renvoie une instance d'un objet de type interface remote. Donc la méthode, donc l'interface home va me retourner une instance de l'interface remote grâce à la méthode create. Donc la méthode create va me retourner une instance de type remote. Ok? Donc l'interface EGB home définit plusieurs méthodes. Donc getEGP metadata renvoie l'interface EGP metadata. getHomeHandler renvoie un objet qui permet de sérialiser l'objet implémenté. L'interface EGB home. On a aussi la méthode remove, supprimer le bin. La méthode remove objet, supprimer le bin entité dont l'objet encapsulant la clé primaire est fourni en paramètres. Donc maintenant, pour le EGB 2.1 session. Un EGB session est un
EGP de service dont la durée de vie correspondant à un échange avec un client. Il contient les règles métiers de l'application. Il existe deux types d'EGP session. Son état, comme on a déjà dit, son état stateless ou stateful. Donc les EGP avec les états sont capables de conserver l'état de bin, comme on l'a déjà dit. L'état de bin dans les variables d'instance durant toute la conversation avec un client. Donc, il conserve les informations des clients. Mais ces données ne sont pas persistantes. À la fin de l'échange avec les clients, l'instance de l'EGP est détruite et les données sont perdues. Exemple, comme j'ai déjà dit, un panier de commandes. Un tel EGP est propre à un client pendant toute la durée de la session. Donc, chaque client a son propre session. Donc, les EGP, sessions stateless, ne peuvent pas conserver de telles données entre chaque appel de client. Exemple, un convertisseur de monnaie. Un tel EGP est partageable consécutivement par multiples clients. Donc, multiples clients peuvent avoir une seule instance de session. Donc, il ne faut pas faire appel directement aux méthodes create et remove de EGP. C'est le conteneur EGP qui se charge de gestion de cycle de VEGP et qui appelle cette méthode. Le client décide simplement du moment de la création de la suppression de bin en passant par le conteneur. Vous voyez? Parce que plusieurs clients peuvent avoir la même session. Donc, un client ne peut pas supprimer la session. Donc, parce qu'ils peuvent être utilisés par d'autres clients. Donc, une classe qui encapsule un EGP. Donc, maintenant, on parle sur l'EGP 2.1. C'est la session de EGP pour 2.1. Donc, une classe qui encapsule un EGP session doit implémenter l'interface Java EGP session bin. Maintenant, c'est le session bin. C'est la session bin. Donc, on a déjà dit que la classe remote interface hérite ou extendre l'interface EGP objet. Et pour le home, l'interface éteindre home EGP home. Maintenant, c'est pour la session bin, ce qui va implémenter les fonctions. Il ne doit pas implémenter les interfaces home et remote, mais il doit définir les méthodes déclarées dans ces deux interfaces. Il doit implémenter, comme j'ai déjà dit, il doit définir les méthodes déclarées dans ces deux interfaces. La classe qui implémente le bin doit définir les méthodes définies dans les interfaces remote. Donc l'interface remote va contenir les méthodes. Et les sessions va implémenter ces méthodes-là. Donc la classe doit aussi définir la méthode EGP create. Oui, c'est nécessaire. C'est EGP create, EGP remove, EGP activate et EGP passive et cette session contexte. La méthode EGP remove est appelée par le conteneur lors de la suppression de l'instance de bin. Donc par exemple, on a ces deux classes. On a l'interface home et l'interface remote. D'abord, il faut toujours que l'interface home se termine par le mot home. Par exemple, ici, public interface, panier de commande home, extend EGP home. Comme j'ai déjà dit, il faut éteindre l'interface EGP home. Et que l'interface se termine par le mot home. Donc, comme j'ai déjà dit ici, que la création d'une instance de bin se fait grâce à une ou plusieurs surcharges de la méthode create. La méthode create va me revoir une instance d'un objet de type interface home. Comme vous voyez ici, on a la méthode create. La méthode create retourne une instance, d'abord ici l'instance de type remote. Ici aussi c'est l'interface remote. Elle va me retourner l'instance de type remote. Et comme j'ai déjà dit, cette méthode, c'est-à-dire deux exceptions. Create exception
et remote exception. Oui, c'est nécessaire. Il faut que cette méthode trouve les deux exceptions. Maintenant, l'interface d'utilisation remote. L'interface remote qui contient la définition des méthodes. C'est-à-dire, maintenant, on a deux méthodes. On a public. Maintenant, il manque le mot remote. Il faut avoir panier de commande remote. Extend EGB objet. Comme j'ai déjà dit. Maintenant, l'interface remote contient la définition des fonctions. Par exemple, ici, public void by item. Accept comme argument product item. Et throws remote exception. Donc, pour chaque fonction, il faut que l'on voit une exception de type remote exception. Donc, ici, on a deux fonctions. On a by item et on a array list get item list. D'accord? Maintenant, c'est la classe qui implémente le remote, l'interface remote. Comme j'ai déjà dit, on indique que cette classe de code applicatif de cet objet métier. Donc, panier, commande bin. Donc, c'est nécessaire pour chaque classe qui implémente ces fonctions-là, il faut qu'il termine par le mot bin. Donc, pour l'interface home, il faut que se termine par le mot home. L'interface remote se termine par le mot remote. Et pour le bin, il faut que se termine par le bin. Donc, l'interface bin, donc implémente session bin. Comme on a déjà dit ça, voici. Une classe qui encapsule un SGB session doit implémenter l'interface ECG bin et il doit aussi définir les méthodes EGB create, EGB remove, EGB activate, EGB. Donc il doit faire tout ça. Donc on a ça. Donc voici le EGB create. Donc c'est d'abord panier de commandes implémente session bin. Donc session bin c'est une interface. Donc d'abord elle fait implémente le EGB create, il implémente le EGB remove, EGB activate, passive et cette session contexte. Donc on a maintenant le EGB create. Dans le EGB create, nous avons seulement instancié le array list. Comme vous voyez ici, this.item est égal à new array list. Donc on a défini ou implémenté les deux fonctions by item et array get item list qui sont définis dans l'interface remote. Comme vous voyez ici. Donc, on a trois choses à faire. C'est de créer l'interface home et de créer l'interface home qui a seulement une fonction. Fonction créée qui retourne une instance de type l'interface remote et qui renvoie deux exceptions. Et on a l'interface remote qui contient la définition des fonctions et qui éteindre l'interface EGB objet. D'accord? Et qui éteindre la classe EGB objet. On a la troisième, c'est l'implémentation de ces fonctions-là. Donc, il faut créer une classe qui se termine par le bin et qui implémente le session bin. Donc, elle va contenir l'implémentation des fonctions. Maintenant, manipulation d'un EGB de .1 session stateless par un client. Maintenant, c'est pour le côté client. Donc, pour utiliser les fonctions que nous avons déjà définies dans le serveur, dans le côté serveur. Donc, pour utiliser les deux fonctions, c'est-à-dire by item et get item list. D'abord, on utilise le JNDI, Java Naming Directory Service, pour le naming. Donc, il faut retrouver le EGB à partir du serveur de nommage, c'est-à-dire JNDI. Donc, il faut d'abord context est égal à ctx est égal à new initial context. Donc, objet est égal à ctx lookup. On va chercher l'interface home, car l'interface home va me retourner un instance de type remote, comme j'ai déjà dit. Après avoir ça, voici xis home, c'est-à-dire l'interface home, il va me retourner l'interface home.
Donc, on va voir un exemple qui va démontrer tout ça. Donc, XXX, c'est l'interface remote qui permet côté client de manipuler le bin et de lui demander de lancer ses méthodes. Donc, vous voyez, c'est le cas. Il va chercher l'interface home et il va essayer de faire une conversion dans la bonne classe. Donc, voici .home est égal à create. Donc, create va me retourner l'instance de type remote. Donc, et après ça, je peux utiliser les fonctions de cette interface remote. Maintenant, voici un exemple. Un client utilisait un EGB session 2.1. Donc, retrouver le GB à partir du service de nommage. Donc, contexte CTX est égal new initial contexte. Donc, c'est pour initialiser le contexte. Donc, maintenant, je vais chercher l'interface home. Donc, CTX lookup panier de commande home. Donc, c'est le nom de la classe. C'est le nom de l'interface home. Donc, il va me retourner un objet de type objet. Donc il faut faire une conversion de la bonne classe. Donc panier de commande home est égal à bhome. Donc maintenant l'objet. Donc panier de commande home c'est la conversion. Après je vais appeler la classe portable remote objet row. Je vais le donner l'objet que j'ai déjà obtenir à partir de la fonction lookup. Je vais donner le panier de commande, c'est-à-dire la classe de l'interface home. C'est pour faire la conversion. Maintenant, j'ai l'objet de home. C'est dans la variable bhome. Maintenant, c'est comme j'ai déjà dit. C'est la classe, c'est la fonction create va me retourner un objet de type remote, de type l'interface remote. Donc je vais appeler la fonction create et je vais donc faire la conversion. Donc je vais faire la conversion vers la panier de commande. Donc il faut ajouter le mot remote, donc c'est-à-dire l'interface remote. Maintenant j'ai l'objet B, j'ai l'objet B de type remote. Maintenant, si je veux utiliser la fonction, la fonction by.item, donc je peux faire l'appel. Donc b.byItem est égal à new enregistre. Donc donc maintenant, je peux utiliser la fonction byItem. Comme vous voyez ici, j'ai la fonction byItem. Donc le panier de commande va me retourner parce que l'interface panier de commande contient les méthodes. Ici, il va pas me retourner donc bhome.create, il va pas me retourner l'interface, l'instance de l'interface, car on ne peut pas instancier une interface. Il va me retourner une instance de type panier de commande bin. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut toujours que la session termine par le bin et que l'interface remote termine par remote et que l'interface home termine par le home. Ici, il ne va pas me retourner l'interface panier de commande. Ici, il va me retourner l'interface, va me retourner l'objet de bin. Parce que l'on ne peut pas instancier l'interface. Donc ici, je vais utiliser l'implémentation définie dans cette classe-là. Donc je vais utiliser cette fonction-là. D'accord? Donc, quand on utilise les sessions bin, pour améliorer les performances, vous pouvez choisir d'utiliser un stateless session bin. S'il y a d'une de ces caractéristiques, l'état du bin n'a pas de données spécifiques à un client. Dans un seul appel de méthode, le bin accomplit une tâche générique pour tous les clients. Par exemple, envoyer un email, conférer un order line. Le bin récupère d'une base de données un ensemble de données, de lectures seules qui sont souvent utilisées par les clients. Un tel bin, par exemple, pourrait récupérer les lignes d'une table qui représente les produits qui sont en vente ce mois. Dans ce grand majorité des cas, les services offerts sont statiques, c'est-à-dire indépendants du client qui les appelle.
Donc maintenant, anatomie d'une session BIN. Donc code d'interface graphique. Maintenant, code d'interface graphique. Maintenant, le client. Le client crée les sessions de BIN. Donc, il veut utiliser une session BIN. Donc, il veut utiliser cette BIN. Donc, il va appeler, comme on a déjà dit, l'interface HOME. L'interface HOME va créer, va l'appeler, va utiliser ou appeler la fonction create qui va retourner le classe de BIN, comme on a déjà dit, qui va retourner le classe de BIN. Qui va retourner le classe de BIN et peut utiliser les fonctions définies dans le BIN. Donc, on va passer à l'exemple suivant. Donc, cet exemple de code, c'est le développement d'un EGB session. Donc, c'est pour le développement d'un EGB session. Il faut aller sur Eclipse et créer sur New EGB projet, comme vous avez voyé dans cette image. Donc, on va faire ça dans le TP après quelques minutes. Donc c'est de créer un nouveau EGB projet. Donc, il faut choisir le target runtime, c'est-à-dire le serveur Wildfly utilisé. Et il faut utiliser le module de version. Pour nous, on va utiliser le GB 2.1, comme vous voyez dans l'image. Donc après, on va taper sur Finish. Maintenant, exemple de développement d'un EGB session. D'abord, il faut créer, donc c'est un exemple, il faut créer le package FSK formation MCGLC. Après, créer l'interface distante, c'est-à-dire remote interface, comme on a déjà dit. Remote interface premier EGBR remote est placé dans le package Creona. Donc, on va créer d'abord cette classe dans le projet et on va taper cette code-là. Après, on va créer la deuxième interface, c'est l'interface HOME. Car nous avons déjà dit, il faut créer les interfaces remote, l'interface HOME, et on va développer le BIN. Et comme j'ai déjà dit, pour les trois classes, il faut que la classe de remote termine par le mot remote, comme vous voyez ici. Et l'interface HOME termine par le mot HOME. Et le classe BIN termine par le mot BIN. Vous voyez? Donc, pour d'abord, maintenant qu'on va faire ça, on va le faire maintenant sur le TP. Qu'on va faire ça, qu'on va créer les deux interfaces et le classe de BIN. Il faut qu'on ajoute les informations nécessaires au déploiement sur le fichier ezb-jar.xml. Comme vous voyez ici, il a déjà nous créé ce fichier-là. Comme vous voyez ici, c'est ezb-jar.xml. Donc, il faut que le configurer. Donc, d'abord, il faut qu'on ajoute cette information-là, c'est-à-dire le nom de l'EGB name, c'est-à-dire de mon EGB. On va ajouter le nom de l'interface HOME. Aussi, le nom de l'interface HOME, c'est mon premier EGB HOME que nous avons déjà créé maintenant. Vous voyez, comme vous voyez ici, ce premier EGB HOME. Et on va ajouter le remote. Et on va ajouter le EGB class, c'est-à-dire le session bin. Ah, maintenant, vous voyez. Mon premier EGB HOME, mon premier EGB remote et mon premier EGB bin. Et après, on va définir le type de session. Pour cet exemple, on va utiliser par exemple stateful. Et aussi, on a le type le transaction type, c'est container. D'accord? Et si c'est display name, c'est entre EGB, on peut écrire n'importe ce qu'on veut. Donc après, on va exécuter, on va déployer le projet. Donc, pour exécuter et déployer le projet, à partir de la vue serveur, sélectionnez serveur JBoss et on utilise l'option ajouter et supprimer des projets du menu contextuel pour déployer des projets EGB, puis faire passer le projet intro EGB de available vers configure. Donc, on va donc, on va ajouter le projet dans le serveur pour le déployer. Donc, démarrer le serveur JBoss pour voir si le projet est bien pris en compte. Si le GB est correctement déployé, les lignes suivantes doivent apparaître dans le console.
Donc on va voir tout ça dans le TP, on va voir un TP donc pour exécuter ou pour voir comment ça se passe. Donc maintenant, pour création d'une application test client RMI, c'est-à-dire pour tester si que ça marche ou pas, donc créer un projet Java et configurer son chemin de génération Java. Donc l'onglet projet, ajouter le projet contenant les EGB. Donc on va simplement ajouter un projet de type Java et on va dans l'onglet projet, on va faire propriété. Donc on va aller sur le projet où on va ajouter le projet EGB que nous avons déjà créé. Donc c'est ça. Donc ce projet c'est pour le client. Mais dont nous avons déjà créé un projet sur le partie côté serveur. Donc on va créer sur le projet de côté client sur propriété et on va aller sur Java Build Path et on va ajouter cet projet de l'onglet de projet. Et après on va aller sur les librairies et on va ajouter les deux jars, le gboss.client, les deux jars et gboss.client. Ce sont des fichiers que vous pouvez les trouver dans l'installation de GBoss. Ce sont nécessaires pour la connexion entre la côté client vers la côté serveur. D'accord? À la racine de projet, créer deux fichiers nommés GNDI Properties et GBoss EGB Client Properties, contenant les informations qui permettent à l'application client de se connecter au serveur nommage de serveur GBoss. Ce sont des fichiers de configuration, car un projet Java par défaut, il va pas contenir ces deux fichiers-là. Ce sont des fichiers qui sont nécessaires pour la connexion et avec le côté serveur de EGB. Donc on a deux fichiers, on a GNDI Property, on a GBoss EGB Client Property. Donc pour le GNDI Property, donc Java Naming Factory et Package, on va donc org.gboss Client Naming. Ça va contenir seulement un seul lien. Donc pour le GBoss Client Property, il va contenir plusieurs attributs. Donc on a le endpoint.name, donc c'est le client endpoint. On a le connection provider et on a le connexion. On a le connexion default host, c'est le localhost. Et on a le connexion port, c'est-à-dire le port, c'est 8080. On a le remote connexion et on a le connexion default username, c'est admin. On a le default password, c'est vide. Donc créer la classe de test EGB client suivant pour invoquer EGB précédemment créé. Donc on va créer la classe de test EGB client. Donc comme on a déjà dit, comme on a déjà vu comment on va faire ça, c'est de créer un objet de type contexte qui va prendre la valeur nulle par défaut, et on a un objet ref, c'est-à-dire de type objet, qui va prendre la valeur nulle. Et on a mon premier EGB home qui va prendre aussi nul, et on a le remote va prendre aussi nul. Donc on va faire try. Pourquoi on va faire try? Car nous avons déjà dit que l'interface home et l'interface home et remote, on voit deux types d'exceptions. C'est l'exception remote exception et create exception. Donc cet x est égal à new initial context. Donc le ref, on va faire une recherche. Donc le ref, c'est-à-dire l'objet ref. Donc on va rechercher, c'est EGB-intro EGB démon. On peut trouver ce lien dans l'exécution dans la côté serveur. Par exemple, ici EGB slash intro EGB2, etc. Donc on peut trouver ce lien ici. Voici on n'a pas ici, mais on va le trouver dans le TP. On va voir ce lien là. Donc voici, c'est le EGB-intro EGB-démon EGB fsk.information. C'est ici. Ici, c'est fsk formation mg. C'est mon premier home. C'est le nom de. C'est la classe. C'est l'interface home. Et ici, donc, elle va me renvoyer
l'instance de l'interface home. Donc ici le home, donc on va faire la conversion donc de type objet vers le type mon premier EGB home. Donc home est égal à home premier EGB home. Donc Java RMI, donc comme j'ai déjà dit, portable remote objet point arrow, on va vous donner la référence, c'est-à-dire l'objet, et on va donner la classe, c'est-à-dire mon premier EGP home.class. Donc maintenant la variable home contient l'instance de home, c'est-à-dire contient la méthode create. Donc mon premier EGB remote, donc EGB home.create. Donc home.create va me retourner l'instance de bin. Il ne va pas me retourner l'instance de l'interface. Donc remote maintenant contient les deux méthodes que nous avons déjà créées, ou la méthode que nous avons déjà créée. Donc ici on a la méthode qui dit bonjour. Donc public string dit bonjour, ce qui accepte comme argument un string à qui, donc bonjour à qui. Donc maintenant je peux utiliser la méthode bonjour. Donc system.out.println, donc message est égal à remote.dit bonjour mode EGB. Donc je peux utiliser la fonction maintenant dit bonjour. Donc après je peux faire remote.remove parce que j'ai pourquoi je peux le faire? Parce que j'ai le stateful. Donc chaque client a son propre instance, son propre session. Donc ainsi, donc je vais finir par catch et je termine le programme. Maintenant, pour tester EGB session, sélectionne la classe dans la V explorateur de projet et utilisez le mode exécuter en tant qu'application Java. Donc, il va m'afficher, va vous afficher le message suivant. Message est égal à bonjour, le mode OGB, donc car nous avons utilisé la méthode dit bonjour en mode OGB. D'accord? Les entités EGB, c'est-à-dire modélisent une donnée persistance et par exemple une interface sur une ligne dans une table de base de données. Et on a aussi dernièrement les EGB Message Driven. Sont les bins réactifs à des événements, sont abonnés à des fils de discussion. Suite des messages. Sont informés lorsqu'un message doit leur être délivré. En fait, on s'appuie sur Java Message Service, GMS. Maintenant, on arrive à EGB3. Nous avons déjà fait et vu le GB 2.1. On va faire maintenant le GB version 3. L'API a été grandement simplifiée en EGB 3. Dorénavant, il n'est plus nécessaire de maintenir différentes interfaces suivant le type d'accès que l'on souhaite donner au client. Le développeur peut désormais se concentrer sur l'aspect métier. Donc, la classe de bin, la classe d'insertion bin EGB, n'a pas implémenté l'interface. Comme c'est le cas avec la session bin EGB 2.1, il suffit d'utiliser les annotations remote ou locales pour définir respectivement si le session bin fournit les méthodes à des clients distants ou locaux. Stateful, remote, donc pour ajouter, pour dire que cette bin est stateful, on peut ajouter la notation stateful. Donc on peut ajouter la notation remote. Premier EGB remote class, donc public class EGB 3.bin. Mais donc on va conserver la notation, c'est-à-dire pour le bin, on va ajouter le nom de bin. Le nom bin, ajouter le nom bin. Donc, dans cet exemple, la classe est annotée avec stateful afin de déclarer en tant que stateful session bin. La notation @remote permet de spécifier les interfaces distantes utilisables par le client. Contrairement à une session bin EGB2, la classe de session EGB3 implémente directement là où l'interface métier a utilisé. Donc, autre différence, la classe ne contient plus directement d'implémentation des méthodes de cycle de vie. Cette session contexte EGB Activate, on ne va pas l'implémenter.
Donc, remarque, notez que les annotations en question ne sont pas strictement liées aux spécifications EGB.3. Elles font partie d'une spécification beaucoup plus générale, la GSR de 150, comme l'annotation pour Java Platform. Elle-même intégrait la plateforme Java de Z5, GSR 244, Java Platform d'entreprise édition 5. Donc, après cela, le conteneur va éventuellement exécuter les méthodes callback interceptor annotées par postconstruct, postconstruct public void bin shopping, etc. Donc, avec EGB3, les interfaces métiers sont des pures, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin d'hériter les EGB objets ou de Java EGB local objet. Donc, leur nom est libre. Tant qu'ils ne commencent pas par EGB, pour éviter tout conflit avec la méthode callback interceptor, ils doivent être déclarés comme étant publics. Ils ne doivent pas être déclarés comme final ou statique. Local interface comment service. Donc on va voir sur le TP numéro 1. Donc maintenant on va passer sur le TP numéro 1.